Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver autour d'un sujet qui nous questionne depuis déjà longtemps et même, on va le dire, depuis la publication de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Les enseignements à Poudlard que nous découvrons depuis l'arrivée de Harry Potter à l'école des sorciers font partie intégrante de l'émerveillement des pauvres moldus que nous sommes. Entre les cours de défense contre les forces du mal, les cours de soins aux créatures magiques ou encore la métamorphose ou les cours de potions, il y a de quoi susciter évidemment intérêt et volonté d'en découvrir toujours davantage. Alors, globalement, on sait que les cours à Poudlard sont organisés selon deux grandes logiques. Dans un premier temps, il y a évidemment la question de l'âge, car certains enseignements nécessitent une capacité d'apprentissage et une maîtrise de la magie un peu plus avancée que d'autres, et les enseignements doivent donc s'adapter à l'évolution des enfants. La seconde grande dynamique, c'est la différence entre les enseignements qui sont dits obligatoires et les enseignements qui sont optionnels, que les élèves peuvent choisir au fur et à mesure de l'avancement de leur scolarité. On sait qu'à Poudlard, certains enseignements sont là depuis très longtemps, voire même depuis la fondation de l'école. D'autres peuvent également apparaître en fonction des choix du directeur ou du ministère de la magie au fur et à mesure des époques également. Il peut arriver aussi parfois que certaines matières puissent totalement disparaître en fonction de l'avis que peut en avoir par exemple le directeur. Nous l'avions notamment vu dans les années 1980 lorsque Albus Dumbledore, alors directeur de Poudlard, commençait à envisager sérieusement la possibilité, pourquoi pas, de supprimer les cours de divination dont il ne percevait ni véritablement l'intérêt académique, ni la pertinence pour l'avenir de ses élèves. On le sait, Dumbledore n'a jamais vraiment cru dans la divination, bien au contraire, mais il a fallu évidemment que ça fasse un petit peu son chemin et que les faits lui prouvent effectivement que cette matière pouvait avoir un intérêt, ou tout du moins que son enseignante pouvait avoir un intérêt. Durant la prise de contrôle de Poudlard, durant la seconde guerre du monde des sorciers par les Mange-Morts, on se souvient aussi que le ministère de la magie a totalement contrôlé le processus éducatif à Poudlard. Et on sait que le ministère de la magie et les Mange-Morts vont procéder notamment à des modifications largement plus que substantielles dans la nature et dans le déroulement des enseignements à Poudlard, y compris en allant jusqu'à régenter la manière dont était pratiquée la magie à l'intérieur du château. Cela nous indique en somme que les enseignements ne sont pas forcément totalement fixes et que tous les élèves ne peuvent pas, du tout suivre en permanence les mêmes enseignements d'une époque à une autre, ainsi qu'en fonction des choix que ces derniers vont pouvoir faire au cours de leur scolarité. Chacun va avoir donc une scolarité parfois un peu différente en fonction évidemment des goûts et des couleurs, comme on dit. Le nombre de, disciplines magiques est presque illimité et dépasse de très loin l'ensemble de toutes les matières qui sont étudiées à Poudlard. Et c'est totalement compréhensible d'ailleurs. Parmi toutes ces matières, vous aurez bien compris qu'il y en a une dans cette vidéo qui va nous intéresser un tout petit peu plus que les autres. Nous découvrons pour la première fois l'occlumencie dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est le personnage de Severus Rogue, dont nous avons commencé à explorer sa biographie, qui nous introduit cette branche bien particulière de la magie noire, même si Rogue ne fait que, la définir comme étant une branche obscure de la magie. Il ne la rattache pas nécessairement totalement à la magie noire, mais on verra qu'en fait c'est dans son application qu'il y a évidemment une dimension qui peut être très maléfique. On ne sait pas exactement pourquoi et comment Rogue s'est retrouvé à devenir un expert en occlumencie. Mais nous savons cependant que durant sa scolarité à Poudlard, Severus Rogue ne s'est pas contenté d'acquérir des savoirs académiques classiques. Bien au contraire, il a même exploré des pans entiers de l'apprentissage magique qui, disons-le honnêtement, ne faisait pas l'objet d'une quelconque validation académique et n'avait probablement pas leur place dans une école. Il est également possible, mais là n'est pas le sujet de notre vidéo, qu'il ait parfois, utilisé sa pratique de l'occlumencie et qu'il ait un petit peu, pimpé durant les événements de la première guerre du monde des sorciers, mais ça vous verrez que nous en reparlerons plus tard. Severus Rogue, quand il présente cette discipline à Harry Potter et à Sirius Black, au quartier général de l'Ordre du Phénix, dans la noble et ancienne maison des Black, on sait qu'il va la définir un petit peu comme étant la défense magique de l'esprit contre les tentatives de pénétration extérieure. Fin de la citation.
Pour se resituer, on va dire temporellement parlant, pour les personnes qui n'auraient pas forcément lu la saga, cette discussion se déroule dans, on va dire, la très ancienne et noble Maison des Blagues, durant les vacances de Noël, et quelque temps après l'attaque commise par Nagini sur Arthur Weasley en mission de protection de la prophétie au sein du département des mystères du ministère de la magie. Ce jour-là, le professeur Rogue informe Harry Potter qu'Albus Dumbledore l'a chargé personnellement d'apprendre à Harry à utiliser l'occlumencie pour tenter de se protéger des intrusions du Seigneur des Ténèbres. Avant de répondre à la question que nous nous posons, il semble assez pertinent, peut-être, d'explorer un peu plus en profondeur ce qu'est l'occlumencie. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'occlumencie n'est pas une forme de magie destinée à blesser ou à porter atteinte à quelqu'un. Ça, là-dessus, c'est une évidence. Il s'agit avant tout d'une forme de magie défensive qui s'apparente en fait à une forme de méthode permettant de se protéger face à un autre type de magie qui, là, est évidemment bien particulière et qui peut avoir effectivement une logique très offensive. Le 5e tome de Harry Potter nous plonge en contact d'une magie donc très particulière qui est censée protéger un sorcier d'une manière, on va dire, assez différente de ce que l'on voit en termes de magie défensive dans les autres tomes. Pour bien comprendre de quoi nous parlons, il faut faire un détour évidemment par une autre pratique magique, qui est la légilimencie, vous vous en doutez. Pour les latinistes d'entre nous, ou les fans d'étymologie, ça peut arriver, il ne sera évidemment pas difficile de comprendre que cette magie consiste à lire dans les esprits. La question de la légilimencie est apparue à plusieurs reprises dans le monde magique, et de deux manières d'ailleurs qui sont tout à fait différentes. Si l'on traite chronologiquement le sujet de la légilimencie, nous allons nous éloigner donc un tout petit peu de notre sujet du jour, mais cela reste quand même important de l'avoir à l'esprit pour bien comprendre l'intérêt que peut représenter l'occlumencie. Si on se base sur la chronologie du monde magique et non pas sur la chronologie des faits rédigés par J.K. Rowling, la première fois que nous rencontrons la légilimencie, c'est évidemment en découvrant le personnage de Queenie Goldstein dans la saga des Animaux Fantastiques. Jusqu'à présent, on pensait que la légilimencie dans Harry Potter était une pratique magique qui s'apparentait à une pratique magique que l'on pouvait apprendre par la pratique et par l'exercice avec plus ou moins de prédisposition en fonction. Mais la découverte du personnage de Queenie Goldstein vient remettre complètement en cause cette affirmation, car on s'aperçoit bien que la légilimencie peut également être un don presque, on va dire, naturel. Queenie est une légilimens capable de lire naturellement dans les esprits sans avoir recours à une magie bien particulière ou à sa baguette magique. En l'occurrence, c'est une dimension qui est innée à sa personne. Ceci change quand même pas mal de choses, d'autant plus que Queenie Goldstein, on le sait, en souffre presque quotidiennement, aussi bien parce qu'elle rencontre parfois des difficultés pour y faire face et contrôler donc ce pouvoir, mais aussi parce que ce don a tendance un peu à l'ostraciser par rapport aux autres sorciers qu'elle rencontre, même si elle n'est pas empêchée de travailler pour autant. Queenie peut donc très facilement prendre connaissance des pensées de ses interlocuteurs. Il sera intéressant de revenir sur sa manière de gérer ce don dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée à cette question-là, mais ça on le fera plus tard. Le fait est que son don ne nécessite donc pas d'utiliser la magie de la même manière que nous avons pu le voir par exemple dans Harry Potter et il n'y a pas besoin d'avoir recours par exemple à une baguette magique de manière assez évidente. Si on avait voulu d'ailleurs vraiment se plier sérieusement à l'exercice chronologique, on aurait pu aborder aussi quelques siècles auparavant la création du Choixpeau magique dont l'objectif est, vous le savez, de répartir les élèves à Poudlard. Ce que l'on sait moins et qui a été passé totalement sous silence par l'adaptation cinématographique, c'est la magie qui opère derrière en fait ce Choixpeau, doté de la parole et d'une certaine forme de conscience ou tout le moins d'intelligence. Alors, on ne sait pas du tout quand la légilimencie a fait son apparition, ni même si elle a été créée ou si elle se trouve juste être, entre guillemets, depuis le début de la magie. Personnellement, on penche davantage pour cette seconde piste, qui nous semble être nettement plus cohérente avec le reste du récit. À tout le moins, nous savons très bien qu'au Xe siècle après Jésus-Christ, un sorcier en particulier est connu et reconnu pour ses immenses qualités en matière de légilimencie, et vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de Salazar Serpentard. On ignore si les autres fondateurs de Poudlard étaient coutumiers ou pratiquaient eux-mêmes la légilimencie, mais force est de constater qu'a priori, il s'agissait bien d'une singularité au sein de ce quatuor. Il serait cependant erroné de dire que le Choixpeau magique ne serait qu'un réceptacle de la magie de légilimens de Salazar Serpentard. La magie du Choixpeau est beaucoup plus complexe que le simple, entre guillemets, fait de lire dans les pensées d'un jeune sorcier. Il demeure cependant assez évident qu'en participant à la création de ce Choixpeau, que l'apport de Salazar Serpentard se soit fait notamment sur cet aspect, on va dire circonstancié, de la légilimencie.
Plus tard, nous découvrons qu'un lointain descendant de Salazar Serpentard a lui aussi hérité de ce don, en plus de celui de pouvoir parler aux serpents. Voldemort, on le sait, a excellé dans ce domaine. On sait aussi qu'il en a fait, on va dire, très grandement usage durant la première guerre du monde des sorciers contre ses ennemis, et évidemment, il en sera de même durant la seconde guerre du monde des sorciers. Pour la deuxième fois dans l'histoire du monde magique, la légilimencie a constitué une arme dans les guerres opposant les sorciers les uns aux autres. Gellert Grindelwald s'était servi, on le sait, de Kunigolstein durant sa conquête du pouvoir, et l'on sait très bien que cela lui a été très utile pendant quelques années. Pour mémoire, les événements des crimes de Grindelwald se déroulent en 1927 et a priori les secrets de Dumbledore en 1931. Donc on sait que Kunigolstein aura été plusieurs années au service donc de Gellert Grindelwald. Voldemort l'a utilisé donc de manière un peu plus perverse, beaucoup plus violente également, et il faut reconnaître effectivement que Gellert Grindelwald et Tom Jedusor ont des méthodes qui sont tout à fait différentes. On sait que Voldemort s'insinuer dans l'esprit de ses pairs pour les faire souffrir, pour les rendre fous, pour leur tendre un piège ou encore même pour les tuer. Cet usage de la légilimencie explique en soi, on va dire parfaitement pourquoi, l'occlumencie est un sujet dont l'importance demeure quand même difficile à mettre de côté en temps de guerre. Pourtant, on a le sentiment qu'il existe une espèce de forme de tabou. Nous, c'est comme ça qu'on trouve et qu'on formulerait une espèce de tabou un peu étrange, un peu décalé, que l'on n'explique pas vraiment. Maintenant que nous avons vu le contexte dans lequel se pratique l'occlumencie, on comprend évidemment beaucoup mieux en réalité en quoi ce sujet est difficilement contournable. On ne connaît pas l'origine exacte, on vous l'a dit, de l'occlumencie, même si nous pensons et nous pouvons imaginer que cette forme de magie a été créée évidemment en réaction aux sorciers qui pratiquaient la légilimencie. On croit comprendre d'ailleurs qu'un sorcier capable de pratiquer la légilimencie doit aussi être en capacité de pratiquer l'occlumencie. Certains sorciers sont d'ailleurs, on le sait, particulièrement connus pour exercer de très grandes capacités en matière d'occlumencie. C'est le cas par exemple de Gellert Grindelwald, dont on sait qu'il a su dissimuler la majorité de ses pensées à Kunigolstein, comme nous l'avons vu dans le premier, le second et le troisième volet des Animaux Fantastiques, où, bien qu'étant une légilimens presque naturelle pourrions-nous dire, elle ne s'est jamais vraiment rendue compte de ses vrais desseins et n'a jamais remarqué que Grindelwald avait pris pendant plusieurs mois la place et l'apparence de Percival Graves au sein même du Congrès magique des États-Unis d'Amérique, le fameux et on ne peut plus célèbre MACUSA. Donc la preuve que effectivement là-dessus il a su camoufler ses pensées. Pourtant, contrairement à ce que nous avions pu observer dans Harry Potter, Grindelwald, lui, n'avait pas besoin de recourir, par exemple, à l'usage d'une baguette magique pour exercer en fait cette magie défensive. Les méthodes d'utilisation de l'occlumencie semblent donc diverger et il convient de s'y arrêter quelque peu dans la mesure où cela pourrait nous aider éventuellement à résoudre notre questionnement du jour. Nous allons pour cela revenir à un événement de Harry Potter à l'Ordre du Phénix où nous sommes directement dans le sujet de la pratique en réponse à un risque pour le coup bien réel qui est celui de Lord Voldemort et que ce dernier se rende évidemment compte du lien particulier qu'il a avec Harry Potter. On sait qu'Albus Dumbledore souhaite que les cours dispensés par le professeur Rogue puissent débuter le plus vite possible après les vacances de Noël, tant il peut et il semble y avoir un caractère véritablement d'urgence. Nous retrouvons donc Harry Potter dans le bureau du maître des potions de Poudlard. Ce moment est pour le coup un moment très important, aussi bien pour le sujet dont nous vous parlons aujourd'hui que pour la relation existante entre Harry Potter et Severus Rogue. On a bien compris que Harry Potter n'avait jamais entendu parler auparavant de cette forme de magie, ce qui prouve en réalité qu'elle est totalement absente de la logique programmatique des enseignements de Poudlard à cette époque. Ainsi, aucun poste professoral n'est spécifiquement dédié à cette pratique et ce rôle échoit à Severus Rogue, certes expert en la matière, mais qui n'enseigne pas cette matière, quotidiennement. Il n'enseigne cette matière qu'à un seul élève et non pas donc dans un cadre habituel que l'on peut trouver au sein d'une école. En toute logique, la responsabilité de l'apprentissage d'une telle magie devrait être à la charge du professeur enseignant la défense contre les forces du mal. En l'occurrence, il est vrai que dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il semble effectivement difficile d'imaginer Dolores Umbridge agir dans ce sens. A contrario, on ne peut pas
est totalement le mettre de côté. En tout cas, nous, personnellement, on peut presque s'étonner que durant, effectivement, les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, le faux Alastor Maugrey n'ait pas eu l'idée d'instruire à un moment ou à un autre ses élèves sur ce sujet, compte tenu du niveau du personnage et des enseignements quand même un peu étranges qu'il a pu dispenser tout au long de l'année. Il faut se souvenir quand même qu'il a enseigné la pratique et la résistance au sortilège, par exemple, de Loris ou à d'autres sortilèges impardonnables. Enfin bref, donc là, pour nous, ça c'est un point de questionnement. Albus Dumbledore estime donc que le professeur Rogue est l'enseignant le mieux placé pour éduquer Harry à cette matière. Et nous savons pertinemment que ce n'est absolument pas du tout de gaieté de cœur, comme vous pouvez vous en douter, que Severus Rogue va accepter. Mais bon, malheureusement, il n'en a pas tellement le choix, et on sait d'ailleurs que Severus Rogue ne va d'ailleurs absolument pas s'en cacher devant son élève d'être là un peu contraint par les événements. Rogue va très vite rappeler que l'objectif de l'occlumencie revient à fermer son esprit aux intrusions et aux influences extérieures. Dans la manière un brin condescendante de présenter le sujet, Rogue rappelle bien évidemment qu'il ne s'agit aucunement de lire dans les pensées de ses adversaires. Pour lui, c'est une expression usitée par les moldus et qui se trouve en fait être très fortement simpliste par voie de conséquence, vous vous en doutez. Pour lui, il faut savoir sortir de cette vision qui consisterait à dire que la légilimencie reviendrait à lire dans les pensées. Il explique que les pensées des victimes ne se présentent pas comme étant un livre où il suffirait de se plonger. Sa vision des choses est différente car pour lui, l'esprit est composé en réalité de plusieurs strates et qu'il faut savoir naviguer entre elles pour décrypter ce que l'on vient y chercher. La frontière entre les deux peut sembler effectivement un petit peu fine, mais nous en reviendrons dans une vidéo spécifique consacrée à la légilimencie. Pour débuter l'occlumencie, Rogue va ordonner à Harry Potter de s'emparer de sa baguette magique pour tenter de riposter à sa tentative de pénétrer dans son esprit. Sans vraiment s'appesantir sur le fonctionnement de cette méthode, il informe Harry qu'il peut tenter de le désarmer ou de se défendre par n'importe quel moyen, mais ne va évidemment pas lui donner les clés pour le faire. Au milieu de quelques commentaires sarcastiques sur son élève, on capte cependant quand même une information importante et qui peut nous donner une bonne idée sur la manière dont fonctionne en partie l'occlumencie. On se souvient que Harry Potter avait montré des capacités assez sidérantes pour résister au sortilège de l'Imperium, pourtant lancé par Barty Croughton Jr. lors de sa 4e année à Poudlard. La résistance, qui fut celle de Harry vis-à-vis de ce sortilège impardonnable, démontre bien que les qualités psychiques, évidemment, rentrent en ligne de compte pour ce qui concerne la résistance d'un sujet exposé à un adepte ou à un praticien de la légilimencie. Rogue considère qu'il s'agit de méthodes relativement similaires auxquelles il faudrait faire appel, mais sans pour autant rentrer dans le détail, ce qui ne facilite évidemment pas la tâche de Harry Potter, bien au contraire. Le souci, c'est que le côté sadique de Rogue ne laisse absolument aucune chance véritablement à Harry Potter. Cependant, sans avoir à employer sa baguette, Harry va réussir quand même à bloquer au bout d'un moment, à la force un petit peu du psychisme, la tentative de Rogue, mais évidemment de manière un peu tardive. Le seul conseil que sera en capacité de donner Rogue sera en fait celui de faire le vide dans son esprit et que c'est l'une des conditions pour permettre en fait de dissimuler les émotions qui donneraient une bien trop grande opportunité à un adversaire pour rentrer dans un esprit. À cela, rien de bien étonnant d'ailleurs dans la mesure où il est tout à fait compréhensible qu'un cerveau encombré de très nombreuses préoccupations, de très nombreuses pensées, de très nombreuses angoisses puisse être un terreau, on va dire, assez favorable à des actes de malveillance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Rogue pointe cela avec des mots qui sont très durs, mais comme étant en réalité, idiot de ne pas savoir camoufler ses émotions. C'est comme ça en tout cas qu'il essaye de le formuler. On sait qu'à la deuxième tentative de Rogue, ce dernier sera sceptique et même très sceptique sur la réaction qu'aura Harry Potter qui ne semble effectivement pas réagir de manière tout à fait normale. Dans la discussion qui suit, le professeur de potions note que cette vision qu'a eu Harry n'était pas nécessairement quelque chose qu'il semble avoir l'habitude de voir. La discussion démontre que ce qui est appelé et décrit comme étant un rêve par Harry Potter semble se produire, surtout la nuit, durant le sommeil du jeune sorcier. Il ne semble pas évident que Rogue comprenne tout à fait les tenants et aboutissants, ce qui montre quand même un côté assez nébuleux à la question de l'occlumencie. Rogue est probablement un peu dépassé par la situation et ne sait pas nécessairement faire face. On sent bien qu'il y a du tâtonnement dans sa manière d'aborder ce cours d'occlumencie. En l'état et en clôturant en fait cette première session, il va simplement conseiller à Harry Potter, face un petit peu à cette interrogation, de vider son esprit avant de s'endormir.
Dans les séances qui suivent, on sait que la majorité du temps, il existe assez peu de progrès du côté de Harry Potter et que la pédagogie de Rogue, exercée à contre-cœur, ne semble pas franchement porter ses fruits. Rogue est un Legilimens de très grand talent, capable de résister, on le sait, au Seigneur des Ténèbres, et il n'épargne évidemment absolument pas son adversaire. À tel point que nous pourrions évoquer presque le terme d'ailleurs de maltraitance, ce qui semble pour le moins très difficile d'identifier à qui pourrait vraiment ressembler une véritable pédagogie permettant un réel apprentissage de cette manière, tout en préservant en fait la sécurité des élèves, mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin de la maltraitance. Les intrusions d'Harry Potter dans les pensées et dans les émotions de Lord Voldemort ne vont pas cesser et vont continuer même à se poursuivre, on sait que cette situation aura le don de mettre Rogue dans une colère absolument noire. Harry fera cependant quelques progrès, généralement parce que lui-même est en colère et que son instinct, dans ce moment-là, se trouve donc assez efficace pour repousser les attaques. On sait que même que durant une séance, Harry va réussir à repousser l'attaque de Rogue en utilisant le sortilège du Protego, qui est évidemment le sortilège du bouclier. En utilisant ce sortilège, Harry va inverser le sortilège et donc pénétrer à son tour dans les souvenirs de Rogue jusqu'à ce que ce dernier y mette un terme. Rogue, et c'est le moins que l'on puisse dire, va être extrêmement surpris par la réussite inattendue de son élève et également va être aussi un peu étonné par la méthode utilisée. Rogue avoue d'ailleurs lui-même ne jamais avoir évoqué l'utilisation du sortilège de bouclier comme un moyen de contrecarrer l'emprise d'un Legilimens. Cela éveille pour le coup en nous deux questions. La première, c'est de savoir si Rogue avait connaissance de cette méthode, et si oui, pourquoi ne l'a-t-il jamais enseignée à Harry, alors que cette solution s'avère relativement quand même efficace. Pour notre part, nous considérons que Rogue n'en avait absolument pas connaissance. C'était probablement une technique un peu trop basique par rapport à ses habitudes personnelles, à sa pratique personnelle, ainsi qu'à sa très haute maîtrise, évidemment, de la magie. L'accompagnement dans la pédagogie de l'occlumencie est clairement donc défaillant. Pourtant, même Albus Dumbledore, sans entrer dans le détail du comportement de Rogue, semble valider les conseils donnés à Harry Potter par le professeur de potions. On s'en aperçoit notamment dans le passage où Harry Potter assiste à la tentative d'arrestation du directeur de Poudlard par Cornelius Fudge et les horreurs du ministère de la Magie. On se rappelle de la fuite d'ailleurs assez extraordinaire d'Albus Dumbledore dont le style n'avait pas laissé Phineas Négulus Black de marbre. Durant la très courte discussion qu'aura pu avoir Dumbledore avec Harry Potter, on sait qu'il l'encouragera à poursuivre ses cours d'occlumencie en continuant d'appliquer les conseils délivrés par Severus Rogue, notamment de vider son esprit avant de s'endormir et de le fermer le plus possible. En somme, rien de bien nouveau dans cette insertion du directeur de Poudlard. On le regretterait franchement presque d'ailleurs, tant il y aurait eu matière enfin à nous renseigner sur le sujet. Sur l'ensemble des écrits sur l'occlumencie, nous aurons le sentiment en fait permanent d'un espèce de flou artistique sur le sujet. On comprend pourtant l'intérêt de cette matière, tant on perçoit des risques de plus en plus lourds à faire face en fait à des sorciers maîtrisant la légimencie. Rogue, on le sait, ensuite mettra un terme très rapidement au cours d'occlumencie, puisque son élève se sera permis d'observer dans la pancine un souvenir particulièrement douloureux et que Harry Potter n'aurait jamais dû voir. Cette atroce intrusion dans l'intimité très douloureuse de Rogue, on le sait, laissera Harry Potter seul face au risque présenté par Lord Voldemort. On sait que Harry Potter fera de son mieux au moment de combattre les Seigneurs des Ténèbres, mais qu'il ne faisait de toute façon pas le poids. Mais alors, si nous revenons simplement à la question de cette vidéo, c'est-à-dire à savoir pourquoi l'occlumencie n'est-elle pas enseignée à Poudlard. Quelles pourraient donc être les raisons pour lesquelles l'occlumencie n'est pas partie intégrante des enseignements de cette école de sorcellerie? La première d'entre elles, c'est qu'il s'agit en fait d'une matière pour le moins très nébuleuse et dont nous avons le sentiment que la véritable résistance à la légimencie tient bien davantage des acquis innés d'un sorcier qui tente de s'y opposer plutôt que d'un apprentissage au sens scolaire du terme. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un apprentissage normal d'une matière comme les cours de sortilège ou les cours de défense contre les forces du mal, où on peut observer de manière très concrète et même permanente forcément des progrès en fonction du niveau de l'élève. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose qui est complètement flou. L'occlumencie répond à des logiques différentes. Il n'y a aucun chemin précis, car la réponse doit aussi s'adapter à la forme de l'attaque. Entre Rogue, qui, par, on va dire, simple contact visuel, réussit à déduire les pensées, et Voldemort, qui est capable, lui, de posséder totalement, on va dire, l'esprit et le corps de Harry Potter, il y a un monde
grande, franchement, et une différence de niveau entre les deux attaques là-dessus, il faut quand même évidemment bien se le dire. On peine franchement à imaginer qu'une bonne médiation, qu'un bon petit protégo et que quelques exercices de yoga seraient vraiment de nature à répondre efficacement à une magie aussi puissante que celle développée par Lord Voldemort. Il faut donc imaginer que donner des cours sur cette thématique relève presque en fait de l'impossible vis-à-vis d'une classe dans son entièreté. Nous l'avons globalement perçu à l'occasion de l'apprentissage des sortilèges impardonnables par le fou Alastor Maugrey dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu. Si Harry Potter montre des capacités assez phénoménales de résistance, on sait que tous les élèves n'auraient pas pu être au même niveau de résistance. La résistance mentale, elle ne se décrète pas. Elle peut éventuellement être éprouvée et au final s'améliorer, mais en l'occurrence, il faut bien reconnaître que c'est une pratique magique qui est très complexe à maîtriser. Il semble d'ailleurs important d'avoir bien à l'esprit que c'est dans cette particularité bien précise que réside probablement la seconde raison. Évidemment qu'il y aurait un intérêt tout à fait normal en temps de guerre d'enseigner cette matière afin de préparer les élèves, peut-être les plus âgés, aux menaces qui ne manqueront pas de peser sur eux en dehors des murs de Poudlard. Mais il faut reconnaître que cet enseignement risquerait quand même de mettre de nombreux élèves en difficulté, d'autant plus que l'on peut quand même s'interroger sur deux critères autour de la problématique de la légilimencie et de l'occlumencie. Il y a déjà un critère éthique, à notre sens, car on peut assez naturellement quand même s'interroger sur la dimension éthique de soumettre des élèves à ce qui s'apparente comme étant une intrusion dans son intimité, et ça c'est vraiment le premier écueil. Écueil auquel il convient d'ailleurs de rajouter la dimension légale. En effet, un questionnement qui pourrait être pertinent de développer dans une vidéo totalement spécifique sur ce sujet-là, autour de la légalité de la légilimencie, se pose. Et c'est d'autant plus vrai quand on applique la pratique de la légilimencie sur des enfants par nature nécessairement mineurs et un peu plus faibles, évidemment, en état de vulnérabilité par rapport à des adultes. Alors, vous nous direz, et c'est juste, que nous sommes dans une école où un professeur, effectivement, de défense contre les forces du mal a pu performer les 3 sortilèges impardonnables devant des élèves sans qu'aucune sanction ou remise en cause de la pertinence de ce choix d'enseignement ne vienne, entre guillemets, sanctionner ceci. Mais bon, donc ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question. En dehors de ces deux critères, il est vrai que la généralisation de l'enseignement de l'occlumencie semblait de fait totalement improbable puisqu'il n'y avait en fait pas lieu d'y donner suite. Nous aurions pu imaginer que l'occlumencie aurait pu rejoindre la très longue liste d'options disponibles et soumises au choix des élèves comme l'étude des runes ou l'arithmancie par exemple. Mais fallait-il encore ceci dit, que le ministère de la Magie et le corps professoral et directoral de Poudlard identifient l'occlumencie comme étant une matière capable de répondre à une problématique qui se faisait jour dans le monde des sorciers. Pour être honnête, si l'on se replace dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire le côté « tout va très bien, Madame la Marquise », il n'existe aucune raison véritable pour que l'occlumencie soit enseignée à Poudlard. La première guerre du monde des sorciers s'est soldée par une large victoire contre les troupes de Lord Voldemort, et on est totalement persuadé, en tout cas pour la majorité des sorciers, que le Seigneur des Ténèbres est bel et bien mort à tout jamais. Le climat très euphorique qui règne autour de cette défaite du camp des ténèbres est évidemment bien naturel et la liesse s'empare totalement de la société magique, on le sait. Rien, évidemment, ne laisse penser autre chose. Alors, on sait que certains mange-morts représentent encore un danger car ils sont en fuite ou qu'ils souhaitent continuer pour certains le combat. Mais globalement, ils ne représentent plus, on va dire, outre mesure, un danger aussi grand que celui qui a rythmé les années de guerre au plus fort de l'intensité. Le relâchement est donc assez naturel. Avec cette victoire, et ce que l'on croit être la mort a priori de Voldemort, un sentiment de sécurité et donc de sérénité va s'installer dans la société du monde magique. La légilimencie, largement utilisée durant la première guerre du monde des sorciers, est redevenue une menace secondaire, voire très secondaire, et par conséquent, le risque de devoir recourir à l'occlumencie est devenu presque totalement inexistant. Dès lors, il n'y a pas franchement d'urgence à enseigner cette matière dans une école. Alors, vous nous direz, une fois de plus, vous aurez tout à fait raison, que, à notre connaissance, l'occlumencie ne semblait pas spécifiquement être enseignée à Poudlard auparavant. Peut-être était-ce le cas au ministère de la Magie, postérieurement aux études à Poudlard, dans le cadre, par exemple, de la formation des aurores ou des langues de plomb, mais c'est vrai que ça reste un point qu'il faut éclaircir. En résumé, ce que l'on pourrait appeler comme un manquement est aussi, en fait, la 4e raison qui explique, on va dire, l'ensemble de ces manquements qui ont pu être constatés. Le manque de prévention ou le manque de prévoyance, peu importe le terme qu'on souhaite utiliser, se retrouve en fait être l'une des plus grandes bévues habituelles des autorités du monde magique ou de Poudlard.
Soyons très honnêtes, il est particulièrement habituel de constater que les autorités du monde magique ont toujours 3 temps de retard par rapport à une menace. Dès lors, on ne peut pas être étonné, on va dire, de manière assez profonde, du manque d'anticipation qui peut être celui des autorités. Alors après, on peut se mettre d'accord sur le fait que le côté assez brumeux de l'occlumencie n'en fait pas, franchement, la priorité numéro 1 en matière de préparation des défenses d'un monde magique, pas très fort en matière d'anticipation, ça c'est sûr. Enfin, 5e et dernière raison que nous vous soumettons et que nous soumettons à votre sagacité, c'est que si la matière n'est déjà pas simple à porter, on va dire, il faut reconnaître aussi qu'il ne doit pas être très simple de trouver un enseignant capable de maîtriser aussi bien la légilimencie que l'occlumencie. On voit bien à Poudlard qu'en dehors d'Albus Dumbledore et de Severus Rogue, on ne croise pas grand monde au niveau pour enseigner, on va dire, et transmettre ces 2 formes de magie à des élèves. Le recrutement d'un enseignant dans cette matière est donc un sujet qui pourrait aussi expliquer, pour le coup, l'absence réelle de l'occlumencie dans les programmes éducatifs d'une école de sorcellerie. Il va sans dire que recruter un enseignant sur ce sujet demeure là aussi quelque chose de très complexe, car les pouvoirs qu'il détiendrait seraient absolument en dehors, on va dire, de tout propos et même presque de toute limite. On peut aussi imaginer difficile de trouver un enseignant capable d'enseigner aussi bien la légilimencie que l'occlumencie, avec évidemment des critères éthiques qui se posent. Enfin, tout ça est un sujet sans fond et de manière assez évidente, ça explique pourquoi l'occlumencie est absente. Ce qui semble assez clair, c'est que Severus Rogue, bien qu'excellent dans les 2 domaines, fut, on le sait, un piètre enseignant pour Harry Potter. Il est évident que cela tient surtout à la personnalité forcément du professeur des potions, mais aussi à la difficulté, il faut bien le reconnaître, d'enseigner cette matière qui est encore une fois très nébuleuse. Bref, nous l'aurons compris, l'occlumencie n'était probablement pas une matière très grand public, mais il nous paraissait quand même très important de se poser la question. Et voilà donc ce que nous pouvions vous dire sur ce sujet. Et on espère qu'évidemment cette vidéo vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'occlumencie mériterait d'être une matière enseignée à Poudlard? Est-ce que vous voyez des enseignants qui auraient pu être, on va dire, aptes à conduire cet enseignement? Nous, ça nous intéresse. Et dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on s'intéresse également à d'autres matières au sein de Poudlard. Ça pourrait nous intéresser de pouvoir faire quelques vidéos sur l'histoire donc des différentes matières qui sont proposées dans cette école de sorcellerie. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.